Sanji et Zoro, Big Mom et Kaido, Nekomamushi et Inuarashi ou même plus récemment Kid et Law. Ce sont des duos de personnages incarnant à la fois un parfait opposé avec une rivalité très prononcée et une étonnante amitié, une agréable synergie forgeant leurs caractères respectifs. Mais dans ce game des duos qui s'apprécient autant qu'ils se haïssent, un en particulier trône au sommet, peut-être parce qu'ils sont tous les deux empereurs actuellement, ou bien encore car ils ont voyagé aux côtés du roi des pirates en personne. Je ne sais pas, mais une chose est certaine, Shanks et Baggy sont la représentation parfaite d'une vraie rive-amitié dans One Piece. Ouais non, le mélange de rivalité et amitié sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Petit flop. Shanks et Baggy entretiennent donc un lien particulier. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie les mettre. Mais si je vous disais que leur histoire était bien plus importante et profonde que ne laisse croire leur conflit de pirates, que l'étrange dualité qui les caractérise tant n'est rien d'autre qu'un écho du siècle oublié et bien au-delà encore. Vous allez découvrir dans cette théorie la vérité qui pourrait se cacher derrière les personnages de Shanks et Baggy, le sens derrière cette amitié absolument emblématique et comment l'un des événements finaux de One Piece pourrait déjà être teasé justement grâce à la relation entre ces deux empereurs. Plus simplement, comment Shanks serait un dragon céleste et Baggy un descendant du clan des Dee. Avant le début de cette théorie, deux choses importantes. Premièrement, retrouvez-moi en live ce soir sur Twitch. Nous allons ouvrir 3 displays de cartes One Piece, ça va être incroyable. Et évidemment, j'ai besoin de votre force pour drop les plus belles pièces possibles. Voilà. Ensuite, cette vidéo comportera un court placement de produit. Alors comme d'habitude, nous nous retrouverons juste après celui-ci. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo si elle vous a plu, c'est totalement gratuit et très important. Et à tout de suite pour cette nouvelle théorie. En effet, aujourd'hui je vous présente à nouveau le VPN qui suit ma chaîne depuis de longues années maintenant, CyberGhost. CyberGhost VPN vous aide comme il aide plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il vous aide à masquer votre adresse IP, à chiffrer vos données et plus globalement à former un tunnel qui viendra sécuriser votre connexion et celle de 7 autres appareils de votre maison. Au-delà de la sécurité, c'est l'accès à plus de 35 plateformes de streaming qui apportera un véritable intérêt de passer par un VPN. Netflix, Hulu, Amazon Prime, même Disney+. Connectez-vous à l'un des 9000 serveurs répartis sur 90 pays différents et accédez à du contenu que nous, pauvres francophones, n'avons pas la chance de posséder. One Piece sur Netflix, pas de soucis, sans avoir besoin de changer de compte et seulement grâce à CyberGhost, vous pourrez accéder en quelques clics à une version japonaise sous-titrée. Le mieux c'est quand même d'avoir des notions d'anglais, au cas où. Et si One Piece n'est pas le seul anime qui vous intéresse, alors pas de problème, Pokémon, Naruto, Black Clover ou même Demon Slayer sont disponibles, vous en avez pour tous les goûts. Que ce soit sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV ou même Linux et consoles de jeux, CyberGhost fonctionne sur un maximum de supports pour vous faciliter la vie. Grâce à mon lien en description, profitez de moins 83% de réduction sur l'abonnement pour exactement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, alors vous avez 45 jours pour être remboursé, ce qui vous laisse entièrement le temps d'être conquis par ce VPN. Alors je vous remercie les bros et profitez bien de votre aventure avec CyberGhost. Malgré toutes ces années passées à écumer les pages de One Piece, l'un des principaux mystères restant absolument intact est la signification de la lettre D. Certaines discussions et révélations nous aident néanmoins à en savoir plus, comme la première interaction de Law et Corazon ou plus récemment la prise de parole d'Imu. De ce que nous comprenons et pouvons en déduire, d'après leurs réflexions, c'est que les Dee sont les membres d'un clan, qu'ils sont les ennemis des dieux, à savoir les dragons célestes, qu'ils existaient il y a très longtemps et que les Dee d'aujourd'hui ne savent rien du fardeau qu'ils portent sur leurs épaules. Une chose est certaine, les dragons célestes haïssent les Dee, au point d'entretenir et cultiver cette haine à leur descendance, apprenant aux enfants que s'ils n'écoutent pas, alors le Dee viendra les manger. Parfaite analogie du croque-mitaine, ce monstre censé punir les bambins un petit peu trop agité, représentation la plus démoniaque d'un danger au final. On peut déduire une chose assez importante de ces exemples, ce sont les ennemis des Dee qui en parlent le mieux. Ce sont eux qui nous dévoilent systématiquement l'importance de ce clan dans l'histoire même du gouvernement mondial. Combiné à la découverte d'un ancien royaume par Clover ayant mystérieusement disparu peu de temps avant la création du gouvernement mondial, Oda a volontairement tout mis en œuvre pour nous laisser penser que le clan des Dee vivait dans l'ancien royaume qui fut détruit par la coalition des 20 rois. Je ne pense pas vous avoir appris quoi que ce soit à un tel point que la seule question que vous devez vous poser actuellement c'est quel est le foutu rapport entre Shanks et Baggy et leur origine. Eh bien, ils symboliseraient tous deux la réunion finale des Dee et des dragons célestes, la paix universelle entre les peuples et de surcroît la conclusion d'une guerre antique. Mais
pour vous faire mieux passer la pilule, il faut d'abord vous expliquer en quoi Shanks et Baggy seraient si radicalement opposés. Et ça commence tout de suite, avec le sang de dragon céleste coulant dans les veines de notre tant apprécié Shanks le Roux. Je sais qu'il y a plusieurs types de personnes consommant mes vidéos, ceux qui ne connaissent absolument rien à One Piece, mais qui aiment quand même écouter un passionné et les théories qu'il peut proposer sur un univers aussi vaste. Et big up à vous les bros, merci encore. Il y a aussi ceux qui regardent sans être à jour dans les chapitres, excités par l'adrénaline du potentiel spoil qu'ils pourraient se prendre sur la tronche, mais tant pis. Et il y a ceux qui attendent désespérément les chapitres d'une semaine à l'autre, découvrant ainsi hebdomadairement les dingueries qu'Oda nous propose actuellement. Et cette catégorie-là sait très bien de quoi je vais parler. En effet, au chapitre 1086, le dernier sorti en date, un personnage nous est révélé répondant au doux nom de Sainte Figarland Garling, leader des Chevaliers Divins et figure importante de God Valley. Pour rappel, les Chevaliers Divins ont un rôle de police ou de justicier au sein des Dragons Célestes, tout en étant d'ailleurs eux-mêmes des Dragons Célestes. Alors si vous vous posez la question dans quoi est-il si important dans cette théorie, c'est simplement car il pourrait confirmer une autre théorie encore plus importante et connue dans la communauté One Piece, qui est que Shanks serait un Dragon Céleste. Matelot dans l'équipage de Roger, empereur pirate aux côtés de véritables légendes, l'autre atout de Shanks serait de puiser ses origines chez l'une des familles ayant bâti le gouvernement mondial. Les arguments sont quant à eux difficilement négligeables. Shanks a arrêté la guerre de Marineford et Sengoku, amiral en chef de la marine à ce moment-là, a été un petit peu trop respectueux vis-à-vis d'une requête provenant d'un pirate. Pire encore, c'est le Gorosei, 2 ans plus tard, qui accepte une audience réclamée par Shanks, parce que c'est lui. Là, on touche quand même la plus haute instance du gouvernement mondial, qui d'autre qu'un dragon céleste pur sang pourrait avoir cette influence. Mais ce qui vient vraiment perturber le petit monde des théories One Piece, c'est le film One Piece Red. Uta, alors considérée comme fille biologique de Shanks d'après le Gorosei, serait par extension membre de la famille Figarland. Sérieusement, comment ne pas penser à Shanks ? Lui dont on ne connaît ni les origines, ni le nom de famille, qui semble étroitement lié à la noblesse céleste, serait également lié à une famille mentionnée exclusivement par les membres du Gorosei. C'est juste du caviar pour la théorie faisant de Shanks un dragon céleste, et ce n'est pas tout. Un databook distribué exclusivement au Japon à l'occasion de la sortie de Red au cinéma laisse apparaître une histoire dont nous n'avions pas connaissance. Shanks a été trouvé aux abords de God Valley par l'équipage de Roger alors qu'il n'était qu'un bébé. Et rappelez-moi de quelle île Figarland Garling était-il une figure importante ? God Valley. Les pièces du puzzle commencent petit à petit à se mettre en place. Shanks serait un dragon céleste qui n'a jamais vécu comme un noble puisque c'est la piraterie de Roger qui l'a élevé. Mais son véritable père biologique, lui, serait donc ce Sainte Figarland Garling. Oui, serait, car ce lien n'est pas encore officiellement confirmé. Et on rappelle la toute première règle des théories One Piece, tant qu'Oda ne le confirme pas, rien n'est valide. L'histoire entre Garling et Shanks ne va pas nous intéresser davantage, je pense que vous avez tous compris où je voulais en venir. Le but n'était que de vous prouver que oui, il est totalement possible que Shanks soit un dragon céleste, en tout cas l'histoire semble partir sur ce terrain-là, et c'est sur cette hypothèse que nous allons nous baser. Maintenant on va passer à la partie un petit peu plus originale. Si le lien avec Shanks et les dragons célestes est bien plus facilement imaginable depuis quelques mois, je ne suis pas sûr que vous soyez tous convaincus que Baggy soit un D. Pourtant, je suis également prêt à parier qu'à la fin de cette vidéo, le doute se sera grandement dissipé dans votre esprit. J'espère. Le sourire est systématiquement associé aux personnages portant le D dans leur nom. Un mythe que l'on doit en particulier à Roger et Luffy qui arborent toujours un grand sourire, même jusqu'à leur mort. C'est d'ailleurs Smoker en personne qui viendra mettre en parallèle l'exécution de ces deux personnages sur Lockdown avec une réaction similaire, souriant sans hésitation face au destin qui les attend. Est-ce un hasard? Pour l'instant rien n'est acté, tous les D sont morts avec le sourire excepté Nefertari Cobra, censé lui aussi faire partie de ce clan. Pour autant, d'autres personnages non déclarés comme D sont morts souriants, Iluluke, Corazon, Otohime. Je vous laisse le soin de déterminer si cette lettre est si importante dans la mort d'un personnage. Il est toutefois véridique que les D ont tendance à arborer de grands sourires de leur vivant, expliquant l'argument dans cette théorie sur Baggy car aucun personnage de One Piece, à part Luffy, peut-être ne rigole autant que Baggy. Alors, certes, ce n'est peut-être qu'une manière pour Oda de faire ressortir le côté clownesque de ce nouvel empereur, mais quand même, il porte une grande attention à toujours le dessiner le sourire aux lèvres, ou au moins la bouche ouverte. Et ça, ce n'est pas passé inaperçu chez certains fans. Au SBS du volume 6, donc vraiment au début de One Piece, un lecteur avait déjà remarqué qu'Oda faisait attention à toujours dessiner Baggy la bouche ouverte. Dans sa réponse, le mangaka a simplement dessiné Baggy explosant de rire après s'être retenu quelques secondes, comme si c'était une seconde nature chez lui
finalement. En toute sincérité, si on doit associer la lettre D au personnage autant joyeux et folklorique que Luffy, alors Baggy en fait tout de suite partie, ce n'est même plus une théorie. Mais pour tout vous dire, là où j'ai vraiment commencé à croire dans cette idée que Baggy ferait lui aussi partie de ce clan antique, c'est à la révélation des nouveaux empereurs au chapitre 1053, chapitre qui fête d'ailleurs son premier anniversaire. Le temps passe à une vitesse. Dans celui-ci, on y retrouve donc les deux empereurs qui vont remplacer Kaido et Big Mom, et ce ne sont nul autre que Luffy et Baggy qui rejoindront Shanks et Barbe Noire. Et ce qui m'a directement sauté aux yeux, c'est que parmi les 4 personnages représentés, 3 le sont avec un grand sourire dont 2 sont dédiés, Luffy et Teach. Je me suis donc simplement dit, le rire étant un attribut si propre au D dans l'imaginaire des lecteurs de One Piece, pourquoi avoir dessiné Baggy de la même manière que Luffy et Teach, si ce n'est pour peut-être sous-entendre leur appartenance au même clan, à la même famille. Alors j'imagine très facilement que l'argument des foreshadows utilisés dans les théories One Piece puisse vous gonfler, hein, je le comprends, mais le problème c'est que cette scène montrant les 4 nouveaux empereurs est déjà le produit, le résultat d'un foreshadow. C'est en effet au tome 25 de One Piece que nous retrouvions Baggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy sur la couverture. Exactement la même configuration qu'au tome 105, 20 ans plus tard. Pouvons-nous vraiment être sûrs que la présence de ces 3 personnages riant sans cesse est un pur fruit du hasard? Qu'en plus du foreshadowing du tome 25, cet autre indice laisserait sous-entendre que Baggy est lui aussi un D? Une fois de plus, je vous laisse le soin de déterminer si c'est de l'extrapolation ou non. L'élément du sourire n'est de toute façon qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de cette théorie. Justement, passons au deuxième point, le destin. Nous savons très bien à quel point le destin représente une facette importante, primordiale même au sein de One Piece, car bien que ces personnages vivent une existence paisible et sans grande turbulence, d'autres se trouvent un petit peu trop souvent au cœur de la tempête. Et ce sont fréquemment des D dans ce genre de situation. Alors attention, une fois encore, ça ne veut pas dire que seuls les D ont un destin tumultueux, évidemment, mais chacun d'eux a tendance à vivre une vie quelque peu unique et c'est encore très largement le cas avec notre cher Baggy. On peut faire une brève rétrospective de sa vie et vous comprendrez très vite pourquoi il est vraiment béni des dieux. Ça commence avec son intégration au sein de l'équipage de Roger, il voyagera à travers le monde jusqu'aux portes de Laftel, où il tombera mystérieusement malade, l'empêchant de découvrir le One Piece, comme par hasard. Plus tard et après avoir vécu une existence modeste sur East Blue, l'arrivée de Luffy dans sa vie lui permettra de retourner sur Grand Line à la recherche du trésor du capitaine John. Cette décision changera absolument tout, puisque le destin de Baggy le mènera à devenir Shichibukai, puis empereur, grimpant les échelons comme très peu l'ont fait avant lui. Aujourd'hui, il est officiellement, et notez bien les guillemets, à la tête de la Cross Guild, comportant des pirates légendaires tels que Crocodile et Mihawk, faisant de Baggy un véritable Yonko aux yeux du monde. Ce qui est davantage ironique, c'est qu'il doit cette ascension phénoménale à la chance qui lui sourit si souvent. Nombreux sont les coups du sort l'ayant aidé à se démarquer au point que lui-même s'en rende compte, pensant que les dieux en personne l'aident à devenir le seigneur des pirates. On est tous d'accord pour dire qu'un personnage avec un destin si particulier n'est pas anodin dans One Piece, au point où le comparer avec Luffy révèle beaucoup plus du fait que de la fabulation. Vous l'aurez constaté, les traits qu'il partage avec Luffy sont particulièrement nombreux et pourtant le plus flagrant d'entre eux est sans aucun doute le prochain. À nouveau, ce que j'appelle l'un des prérequis pour posséder le D dans son nom est cette étrange façon qu'ont les porteurs de cette lettre d'attirer l'attention, mais surtout de regrouper les gens autour d'eux. Et attention, je parle à l'échelle mondiale. Si on se contente de prendre en comparaison Luffy, Dragon, Teach et même Roger, vous verrez que les gars sont capables de renverser le monde à eux seuls. Luffy, c'est assez évident, on le sait tous, il rallie absolument tout le monde à sa cause. Amis, ennemis, aucune distinction, personne ne lui résiste. Dragon, lui, a créé juste la plus grande organisation mondiale pour lutter contre le gouvernement, rien que ça, c'est carrément le criminel le plus recherché dans le monde. Teach, lui, est passé en seulement 2 petites années de pirate chez Barbe Blanche à empereur avec ses propres flottes. Et alors là, ne parlons même pas de Roger qui a littéralement attisé à la fois la sympathie de ses ennemis comme Garp et Barbe Blanche et la flamme de la passion chez tous les pirates du monde. Et encore, j'ai pas mentionné Chebek, également un D qui avait dans son équipage quelques légendes de la piraterie. Ce n'est qu'un détail. Pas du tout, c'est absolument fou. Bon, alors, qu'en est-il de Baggy? Eh bien, en plus du lien avec le sourire et le destin hors du commun, c'est effectivement une capacité de leader naturel qu'il partage avec bien des personnages, dont Luffy. Il est entouré de pirates bien plus puissants que lui, mais il parvient toujours à cultiver leur respect. Puis la Cross Guild, comment ne pas parler de ce nouvel équipage, voulu à l'origine par Crocodile, qui s'est vu voler la vedette par Baggy, tant son influence semble dépasser celle de l'ancien usurpateur du trône d'Alabasta. Vous l'aurez bien compris, c'est encore une des qualités
qualités que les 10 semblent se partager et Baggy ne déroge pas à la règle. Alors comme d'habitude, je vais vous dire qu'il existe des personnages ne portant pas ce nom de famille, réussissant tout aussi bien à réunir des gens, hein, un équipage, un entourage puissant autour d'eux, c'est vrai. On a juste à penser à Kaido ou même Big Mom, ils ont créé un véritable empire ralliant des pirates connus et terriblement puissants, tout ça, eh bien, sans être dédié, enfin, jusqu'à présent. Mais c'est là où Baggy diffère des autres. Car si individuellement le rire, le destin spécial ou même cette façon d'attirer les gens ne sont pas systématiquement reliés à Deddy, l'accumulation de ces trois qualités en une seule personne ne se retrouve vraiment que chez le clown aux 1000 pièces. Et Luffy. Et les autres dits. C'est ce qui rend ce personnage si spécial, si particulier et si propice à être le porteur de cette lettre. Il possède tous les prérequis que nous pouvons imaginer et peut-être même plus encore. Si tout simplement le secret du dit de Baggy se cachait dans son Jolly Roger. Exceptionnellement pour cette vidéo, un ou du moins une intervenante va faire son apparition et ce n'est nul autre que Nina2119. Oh, quelle surprise! Vous savez bien depuis le temps qu'on bosse quasiment tout le temps ensemble et forcément on parle théorie, on parle beaucoup théorie même. Et quand je lui ai annoncé le sujet de ma prochaine vidéo, celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, elle m'a rappelé pourquoi elle aussi avait un doute que Baggy soit un dit, grâce à un tout petit détail dans son Jolly Roger. Alors je vous propose qu'on se retrouve directement en vocal avec elle pour qu'elle nous l'explique. C'est parti. Ok, alors Nina, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi, d'après toi, les Jolly Roger peuvent laisser sous-entendre que certains personnages sont des dits ou non? Je remets dans le contexte que cette théorie, c'était il y a 5 ans, quand je commençais One Piece. Je m'étais dit que Oda, qui aime et qui apprécie cacher plein de choses, je me suis dit, Jolly Roger, voilà, c'est Foreshadow. Je me suis dit, ces Jolly Roger, forcément, ils ont tous une particularité. Il les fait pas au hasard, il les fait pas au pif. Il y a forcément un truc qui peut identifier quelque chose. Surtout vu l'aspect important que c'est dans la piraterie, dans le symbole que ça représente. Exactement. Quand j'ai étudié le logo, j'ai aperçu qu'en fait, le crâne qu'il y avait avec Luffy avait une particularité. Il était bien rond, tu vois, avec un nez rond, des yeux ronds et un sourire. Des bien particulier, bien spécial. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même vérifier les autres Jolly Roger. J'ai constaté que on pouvait trouver la même forme du Jolly Roger de Luffy chez Baggy. La seule particularité, c'est que comme lui a le nez rouge, je peux pas comparer pour savoir si c'est le même nez, tu vois. Parce qu'en gros, pour toi, ceux qui représentent les dits, donc pour comparer un peu avec genre Roger, etc., ceux qui seraient donc assimilés aux dits ont les yeux bien ronds, le nez rond et la bouche un peu arrondie aussi en forme tu peux le voir rapidement. On prend le Jolly Roger de Luffy. Tu regardes rapidement. Tu vois en fait, ici c'est Roger, ici c'est Luffy. T'as les mêmes yeux, t'as le même nez et puis surtout t'as la même bouche. Alors que ici, par exemple, si tu regardes cet œil, ou même, tu vois, là c'est les mêmes yeux, mais c'est pas la même bouche. Il n'y a pas le sourire. Ici, tu as peut-être le sourire, mais c'est pas le même nez. Ouais, mais même on prend celui de Shanks par exemple. Shanks, ça se voit très clairement. Voilà, par exemple, l'eau, très peu ressemble au dit, si ce n'est déjà les dits. Ou l'eau par exemple, il a, à part le sourire qui est un peu différent. Non, c'est le même. C'est le même, regarde. Oui, dans le sens où c'est pas exactement la même forme, voilà, dans la même. Mais ça reste le même principe. Alors que Kid, hop. Il a les yeux carrés, lui. Voilà, les yeux carrés, direct, tu le vois. Rouge, pareil. Il a peut-être la même bouche, mais ça se voit tout de suite, c'est pas le même nez, pas les mêmes yeux. Là, on voit par exemple celui de Ace, où il fait vraiment très comme celui de Luffy, quasiment. C'est exactement le même. Et c'est un dit. Donc, je l'ai mis de côté, et voilà. Du coup, ça reste pour toi impossible foreshadow, ou impossible indice, qui pourrait... C'est ça. Ok, parce que Baggy, du coup, lui, la seule différence qu'il a, contrairement aux autres, c'est le nez rouge, mais bon, le nez représente aussi son propre nez à lui, donc il y a moyen que ce soit pas forcément dérangeant. Et pour ce qui est des yeux, les yeux restent quand même bien ronds, c'est juste la trace de son tatouage qui change, mais sinon, du crâne... Là, elle est identique, elle est vraiment... c'est la même chose. Et je crois qu'on avait regardé aussi ceux des Mugiwara en général, je crois que si tu descends un peu, on peut les voir. Je crois que justement, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que, en sachant que maintenant Vivi est une Di, on voit que celui de Vivi a exactement la même formation que celui des présumés dits dont on parlait. Ouais, là, faudrait vérifier, mais je crois normalement, que il est officiel. Voilà, c'est ça. Ouais, moi j'aime... je te l'avais déjà dit à l'époque où tu m'en avais parlé de cette théorie, mais j'aime vraiment trop cette idée, parce que c'est trop un truc que pourrait faire Oda. Pour l'instant, voilà, on sait pas en vrai ce qu'il en est réellement. En tout cas, Barbe Noire... Mais Barbe Noire reste du coup le... Ouais.
Il a pas cette caractéristique qu'on retrouve chez les autres dits. Il a pas du tout cette caractéristique. On va dire que tous les autres dits qu'on a découverts, en tout cas, avaient tous cette particularité. Donc c'est ça le plus étonnant. Okay. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup Nina pour ton intervention. Je t'en prie, bonne vidéo, likez, partagez, abonnez-vous avec Gogo. Ouais, abonnez-vous à la chaîne de Nina aussi. Allez, des bisous, tchou merci. Tchou. Voilà. Stylé, hein. Enfin pour ma part, j'aime imaginer qu'Oda ait pu décider de cacher ce genre d'indice dans quelque chose d'aussi voyant qu'un Jolly Roger, mais à la fois aussi subtilement dissimulé. Après, comme vous l'aurez compris, j'arrête pas de le répéter, mais c'est aussi une question d'interprétation. La décision vous revient de le prendre comme un élément de théorie ou non. En tout cas, je remercie Nina d'avoir pris le temps de partager ses découvertes, et je vous invite bien évidemment à vous abonner à sa chaîne, vous le regretterez pas. Bon, j'ai effectivement beaucoup parlé de Baggy à juste titre car je me devais de vous donner toutes les clés pour comprendre et peut-être même adhérer à la théorie faisant de lui un dit. À ce stade-là, vous êtes peut-être totalement convaincu, mitigé ou absolument contre cette idée. Mais peu importe, car ça ne va pas m'empêcher de vous donner l'indice ultime, l'opposition et la rivalité de Shanks et Baggy. C'est en effet l'un des points principaux que j'ai ajouté dans mes petites notes lorsque j'ai commencé à construire cette théorie. La relation entre Shanks et Baggy est assez bizarre, à la fois très fraternelle, elle est aussi basée sur un fond d'opposition constant. Alors certes, ce ne sont que des enfants qui se chamaillent, pouvant devenir à la fois meilleurs amis et pire ennemis plusieurs fois dans la même journée, mais si il y avait autre chose. Si Shanks est véritablement un dragon céleste, le sang d'un des créateurs du gouvernement mondial coulant en lui, n'y a-t-il pas un message derrière cette rivalité qu'il entretient avec Baggy, supposément indie, d'après cette théorie? Pour ne pas trop s'éparpiller, voici les deux moments dans le flashback de Roger et Oden m'ayant poussé à penser une telle chose. Premièrement, le débat du pôle Nord et du pôle Sud, conflit emblématique de Shanks et Baggy, les deux enfants se battent pour déterminer qui a raison, entre Shanks clamant que le pôle Sud est le plus froid alors que Baggy défend que c'est le pôle Nord. C'est Baggy qui est en tort, et oui, et même si le sujet ne semble pas forcément intéressant pour le moment, je mise quand même une petite pièce sur le fait qu'on reverra ce genre de scène plus tard, peut-être entre Shanks et Baggy adulte, et surtout qu'elle puisse avoir une importance certaine par la suite. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intriguant, ce sont les paroles d'Oden. Alors que les écrits de ce dernier nous sont révélés après qu'il ait atteint l'Aftel et donc découvert tout de l'histoire antique du monde, il tient un discours assez énigmatique concernant Shanks et Baggy. Ces derniers n'ont pas pu accompagner le reste de l'équipage sur la dernière île car le destin, encore une fois, a joué un tour à Baggy, le rendant malade et l'empêchant de se déplacer. Et la décision de Shanks de rester avec lui a fait écrire ceci à Oden. Ryutaro décida de rester en retrait pour s'occuper de lui. Sont-ils des meilleurs amis ou des ennemis jurés? En prenant tous les arguments en compte, comme quoi Shanks serait un dragon céleste, théorie qui est pour l'instant la plus proche de se confirmer comme nous avons pu le voir plus tôt, alors est-ce que la rivalité avec Baggy, autant marquée et appuyée par l'auteur, ou même ses personnages, n'est-elle pas là pour nous faire comprendre qu'il est indie? Les rivaux des dragons célestes? Le rival de Shanks, un dragon céleste? Est-ce qu'à travers ces deux personnages, Oda ne déciderait-il pas de nous teaser et même de nous introduire le conflit originel ayant mené à la Grande Guerre d'il y a 900 ans? Grâce aux paroles d'Oden, nous allons donc passer à la partie finale de cette vidéo et de cette théorie, l'explication de l'importance de la rivalité entre Shanks et Baggy. L'événement final de One Piece, celui qui clôturera l'histoire de ce manga, est très probablement le lever de l'aube sur le monde. Une notion de plus en plus présente et surtout de plus en plus importante dans l'histoire. Ce que nous pouvons en déduire, l'aube symbolise surtout la paix entre les peuples, un état d'harmonie dans lequel sera plongé le monde avec la libération des esclaves, la fin de l'oppression des peuples et surtout l'égalité entre les races. Tout simplement, l'aube représente le lever du soleil. Dans une forme d'ironie, cela signifie que l'aube qui se lèvera à la fin de One Piece signera aussi le début d'une nouvelle vie, après les ténèbres de la nuit. Mais que va-t-il advenir de tous ces bourreaux, ayant contribué pendant 800 ans à faire du monde de One Piece ce qu'il est devenu, rempli de haine, de guerre et de terreur? Je pense en particulier aux Tenryubito, et je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer le rôle qu'ils ont dans l'état catastrophique dans lequel est plongé le monde des humains qu'ils tentent par tous les moyens d'asservir. Le gouvernement mondial et leurs dragons célestes sont les fléaux de One Piece, et par-dessus tout, ils sont gardés précieusement par Oda en tant qu'antagonistes finaux de son œuvre. Et nous savons très bien que One Piece se terminera avec un certain happy ending. Mais pour ce faire, alors les Tenryubito devront être déchus, ramenés sur la terre ferme, que leur complexe de dieu soit purement et simplement effacé. Pour autant, ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir ce qui allait advenir d'eux? Que feront les Tenryubito une fois que les révolutionnaires auront accompli leur objectif qui est de les faire chuter? Moi, j'y vois une forme de rédemption de leur part. C'est vrai, après tout, est-ce un beau message de paix de les faire exécuter, de les emprisonner ou même de les rabaisser comme eux-mêmes ont pu le faire par le passé? N'est-ce pas
Tout simplement le début d'un nouveau cycle de haine, de violence, que Luffy aura mis 800 ans à arrêter? Luffy lui-même, ne cherchant que le bonheur et la justice, accepterait-il véritablement un nouveau massacre? C'est là que nous arrivons à la grande morale de cette théorie, les réunifications des Tenryubito et des Di. Sans pouvoir vraiment l'expliquer, j'ai l'impression que si Baggy est véritablement un Di et Shanks un Tenryubito, alors les mots d'Oden sur la relation ami-ennemi de ces deux Nakama ne seraient qu'une représentation à taille réduite de la guerre entre les dragons célestes et les Di. Ces deux personnages symboliseraient alors la réunification des Tenryubito et des Di qui étaient peut-être autrefois d'anciens amis, d'anciens alliés. Le One Piece doit unir le monde dans la paix et ça arrivera grâce à Luffy, mais aussi et surtout grâce aux descendants de tous les clans antiques, car de toute façon à un moment ou l'autre, les conflits finissent toujours par disparaître. En effet, et à plusieurs reprises, certains antagonistes apportent un visage bon et bienveillant de leur clan ou famille, à l'opposé de ce qu'ils sont censés représenter. Par exemple, la famille Kurozomi, les monstres de Wano Kuni dirigés par Orochi, voient également dans leur rang une certaine Otama. Oui, Otama est une Kurozomi. Pourquoi avoir fait un tel choix? Justement pour que cette lignée perdure à travers elle et qu'elle puisse guider le nom de sa famille vers la bonne voie, pour qu'elle puisse écrire dans l'histoire que tous n'étaient pas tyranniques. La famille Don Quichotte, de véritables démons, que ce soit Doflamingo, ancien Shichibukai ou même l'ancien roi de Dressrosa, de l'époque du siècle oublié qui a tyrannisé les Tontata. On retient d'eux une figure machiavélique. Et pourtant, il existait aussi de bons Don Quichotte, comme les parents de Doflamingo ou son frère, le regretté Corazon, sans parler de Myosgard, devenu un humain des plus respectables, après avoir rencontré Otohime. Encore une fois, là est la preuve qu'Oda contrebalance de plus en plus les familles tyranniques par des êtres plus bons et humains qui seront ceux qui inspireront les générations futures. On pourrait aller encore plus loin avec les empereurs Kaido et Big Mom, dépeints comme monstrueux mais dont les enfants respectifs sont dotés d'une bien meilleure âme. Vous l'aurez compris, Oda nous fait comprendre qu'un équilibre existe toujours d'une façon ou d'une autre. Les hommes poissons d'Arlong Park semblaient-ils terrifiants? Oui, peut-être, mais vos sentiments envers eux n'ont-ils pas changé après avoir découvert leur histoire tragique dans l'arc qui leur est dédié? Après avoir découvert l'amour inconditionnel d'Otohime et la loyauté de Fisher Tiger? Alors pourquoi ne serait-ce pas la même chose pour les Tenryubito? Pourquoi seraient-ils destinés à être les antagonistes pour toujours, alors que Shanks pourrait, en tant que descendant de Dragon Céleste, leur apporter une forme de rédemption? C'est la raison pour laquelle une alliance entre Baggy et lui symboliserait la paix de ces deux clans, symboliserait une nouvelle ère après des siècles de conflit. La morale de cette histoire, le message ultime serait qu'un des membres de leur clan respectif mette fin à cette guerre. À l'instant, je vous citais les Don Quichotte et à quel point nombre d'entre eux étaient plus humains que la normale. Malheureusement, toutes les meilleures âmes sont mortes, même Myosgard récemment. Et par devinez qui? Figarland Garling, présumé père de Shanks. Les dragons célestes ne semblant avoir plus aucun bon personnage pour les représenter, le serait finalement par Shanks qui assumerait le sang qui coule en lui, le sang de tyran ayant persécuté le monde entier pendant près de 800 ans. On pourrait aller encore plus loin concernant le rôle de Shanks dans cette fin de One Piece. Au chapitre 1054, ces paroles ont jeté un immense froid dans le cœur des lecteurs, puisqu'il déclarait vouloir s'emparer du One Piece. Pourquoi diable ferait-il une telle chose alors qu'il devrait au contraire aider Luffy à l'obtenir? Il perpétuerait ainsi la volonté de Roger, son capitaine, en aidant Joy Boy à lever l'aube sur le monde. Eh bien, avec du recul sur cette histoire et cette théorie, je me suis dit que non, malgré l'image obscure et démoniaque qu'a voulu donner Oda à Shanks dans ce chapitre précisément et dans son désir de prendre le One Piece, tout n'est peut-être question de mauvaise interprétation de notre part. En effet, si le One Piece n'a pas été trouvé ou possédé par Roger, comme le laisse sous-entendre ses paroles au chapitre 968 sur le chemin du retour de Laftel, alors cela veut dire que le One Piece est peut-être possédé par quelqu'un d'autre. Ce qui explique pourquoi Shanks dit vouloir s'en emparer, vouloir voler le One Piece, car il doit le dérober à quelqu'un le possédant. Mais bon sang Goji, qui peut bien être cette personne dans ce cas-là? Qui possède le One Piece, le trésor ultime? Eh bien, si c'était le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial qui posséderait le One Piece depuis le début. Roger l'a découvert en même temps qu'il a découvert la véritable histoire et Shanks lui-même l'a appris de la bouche de son capitaine. Pour mieux comprendre, je vous invite à aller voir ma théorie sur comment et pourquoi Roger n'aurait absolument pas récupéré ou trouvé le One Piece, comme l'histoire nous laisse le penser depuis le début. C'est en effet dans cette théorie que j'explique l'importance d'un terme utilisé à plusieurs reprises par des personnages emblématiques et dans des moments cruciaux de One Piece, la notion de retourner ou de renverser le monde. Barbe Blanche,
blanche aux portes de la mort et avant de clamer au monde entier que le One Piece existait bel et bien, dit à Sengoku quelque chose qui m'a marqué à jamais. Vous, le gouvernement, vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Quand quelqu'un trouvera enfin ce trésor, le monde entier sera retourné. Ce trésor, c'est le One Piece. C'est ce qui est sous-entendu et c'est ce que nous comprenons lorsqu'il révèle son existence avant de s'éteindre. Ce n'est évidemment pas la seule fois que le monde retourné est mentionné. Quelques temps plus tard, c'est Roger dans son flashback avec Rayleigh qui propose à son futur bras droit de retourner le monde avec lui. Encore une fois, c'est plutôt ironique quand plusieurs années plus tard, ils formeront l'équipage le plus proche d'obtenir le trésor légendaire du One Piece. Oden lui-même, après être revenu de Laftel, dit à sa femme Toki, venue des temps anciens grâce à son fruit du démon, que le monde entier sera retourné dans 20 ans à partir de ce jour et qu'elle trouvera enfin ce qu'elle cherche depuis 800 ans. 20 ans plus tard, c'est Joy Boy qui est réapparu, c'est Luffy qui s'est éveillé sur Onigashima, c'est lui qui a le pouvoir de retourner le monde. Encore une fois, nous avons un lien avec le One Piece puisque Luffy est le seul véritable prétendant à pouvoir l'acquérir. Mais là où cette théorie prend une dimension totalement différente et se rattache davantage à tout le reste de cette vidéo et de son message, c'est quand Doflamingo parle du trésor national de Marie-Joise. Il existe sur la Terre Sainte de Marie-Joie un trésor national d'une très grande importance, un trésor dont la seule existence est capable de renverser le monde. Vous avez sans doute compris où je voulais en venir, mais ce trésor serait en accord avec le reste de la théorie, le One Piece, ou un morceau du One Piece, et il se trouverait nulle part ailleurs que sur Marie-Joie, justifiant sa place de trésor national du royaume le plus important du monde entier. Et ça, Shanks le sait. Shanks sait que Marie-Joie possède la clé du One Piece, et s'il a déclaré vouloir s'en emparer, ce n'est pas pour voler la place à Luffy et devenir roi des pirates. Non. Shanks sait que ce trésor qu'il cherche se trouve dans sa terre d'origine et qu'il doit, aux côtés de Joy Boy, le récupérer. Shanks contribuerait, aux côtés d'un ou plusieurs dits, à dévoiler au monde le One Piece et à apporter la paix dans le monde, restaurant l'égalité entre les peuples et les royaumes, les espèces et les humains. Aux côtés de Buggy, il se rendrait peut-être enfin sur Laftel après avoir manqué cette opportunité la première fois. Laftel qui serait les ruines de l'ancien royaume, lieu marqué par la bataille opposant les dits à ce qui deviendra plus tard les Tenryubito. Sur cette terre, 800 ans après le cataclysme qui l'a frappé, se réuniraient pour la première fois côte à côte les descendants de ces rivaux antiques. Alors peut-être que leur rivalité est devenue une seconde nature difficile à contrôler, il n'en reste pas moins que leur fraternité reprend systématiquement le dessus. Ironiquement, ce drôle de duo porterait depuis le début de leur apparition un fardeau particulièrement lourd sur leurs épaules. Mais finalement, quel meilleur équipage que celui de Goldie Roger, le roi des pirates, pour les réunir. Ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié vous proposer une théorie. Elle m'a très vite tenu à cœur et j'ai tout de suite été happé par l'incroyable message qu'elle pourrait délivrer si elle venait se réaliser. J'espère vraiment qu'il en est de même pour vous. J'espère que vous avez ressenti le cœur et la passion que j'y ai mis dedans. Si vous l'avez aimé, alors je ne peux que vous inviter à me le faire savoir en likant, en commentant et en vous abonnant à la chaîne. C'est très clairement le plus grand soutien que vous pouvez m'offrir. Merci à vous. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends sur Twitch et mes autres réseaux en description. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.